Parti, je vois que l'enregistrement est en cours. Ok, écoute, bienvenue pour ce webinaire qui va concerner la mise en œuvre opérationnelle d'un PCA en gestion de crise. Alors, c'est une méthode qui est développée par le cabinet Equaleos, donc une méthode en 13 étapes qu'on applique actuellement auprès de nos clients. Donc, qu'on va vous partager. Ça va vous permettre d'avoir les clés un petit peu pour pouvoir mettre en place et gérer au quotidien la situation que vous pouvez rencontrer ou alors accompagner éventuellement d'autres clients. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, ma société, c'est Caliwork. Je suis adhérent au MFQM, donc Pays de la Loire, depuis maintenant 2 ans. Et j'appartiens aussi au réseau d'experts Equaleos, dont on a comme spécialité donc la partie qualité, hygiène, sécurité, environnement, mais tout ce qui est qualité de vie au travail, le transport des matières dangereuses également, je pense à ADR, et l'accompagnement pour Calpepi. Donc on a un bureau à Nantes que je représente, un bureau en Ile-de-France qui est Eva Caputo, qui devrait nous rejoindre aussi représente sur l'Île-de-France et on a un bureau également sur Bordeaux. Donc c'est parfait. Donc, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas adhérentes aujourd'hui du OMFQM Pays de la Loire, donc c'est un réseau d'entreprises, de collectivités, de services publics et de cabinets de conseil. On est à peu près 200, un peu plus de 200 sur le Pays de la Loire, tout secteur d'activité et toute taille. Donc il n'y a pas c'est pas une spécificité d'activité, c'est pas que l'Indus, il y a tout le monde. Le MFQM organise plusieurs rencontres par an. Alors cette année, c'est un peu spécifique. Ça change un petit peu de modèle. Donc on fait un peu plus de distanciel avec les webinaires, par exemple, sur toute thématique. L'objectif, bien sûr, c'est de partager des bonnes pratiques en fait, du MFQM. On est on met dans le pot commun des bonnes pratiques pour les partager à travers le réseau. Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter Delphine ou Cécile du MFQM pour en savoir plus. Alors, on va attaquer. Donc, au niveau de la méthode, je vais vous tracer, ça va faire un grand sommaire en 13 étapes. Voilà un petit peu les 13 étapes. Et après, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces étapes-là. La première, bien sûr, c'est de créer une cellule de crise. La première étape. La deuxième étape, c'est la création du PCA. Alors, la création du PCA, on ne va pas rentrer dedans. Je vous invite éventuellement à revoir le replay. Ensuite, on va faire un recensement des mesures et des obligations, un état des lieux sur les aspects humains, matériels et financiers, principalement en priorité. Ensuite, on va rechercher des solutions de maintien de l'activité. On va décider, après il y a une étape de prise de décision au niveau de la direction sur le maintien de l'activité, sur les modalités qui ont été retenues au niveau des solutions. Point très important, les phases de communication, que ce soit avec le personnel, mais aussi auprès de vos clients et la médecine du travail. Les points de communication en gestion de crise sont primordiaux. Hein. On va y revenir un peu plus sur le sujet. Enfin, étape 10, suivi des mesures, des obligations et des évolutions sur ce qui est demandé en termes par l'État, par les autorités compétentes. Donc tout ça, il va falloir avoir une méthodologie de veille et de suivi. Vous devez maintenir, bien entendu, des réunions de crise, faire évoluer le PCA et transformer le PCA. Une fois qu'on est en crise, on va passer du PCA au PRA. Alors, PCA, je rappelle, plan de continuité d'activité, PRA, plan de reprise d'activité. On passe en étape 12 au PRA, où on reprend l'activité. Donc, quand la crise est terminée, on passe en PRA. Et en étape 13, on est sur le REX, de la crise et de la gestion de crise. On va faire un petit zoom là-dessus, très important, puisque pour l'instant, les REX, par rapport au Covid-19, on ne les a pas encore. On les aura quand on sera sorti de cette crise. Au niveau du son, tout le monde suit, hein, c'est bon, pas de souci de son.
L'étape 1, la création de cellule de crise. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer dans le détail complet, hein. Bien entendu, on est sur un format webinaire, ça dure 45 minutes après un temps d'échange, donc c'est pas une formation, hein, c'est une sensibilisation, faut bien voir les choses dans ce sens-là. Sur la cellule de crise, elle est pilotée et créée par la direction. Euh, elle, est, euh, non, Elle est régulière. On lance des réunions régulières de la cellule de crise, hein. C'est quelque chose qui doit se piloter de façon quotidienne. Dans les entreprises concernées, il faut un membre du CSE à minima présent dans la cellule de crise. C'est important que les partenaires sociaux soient présents, les instances représentatives du personnel soient présentes dans ces réunions de crise. Et la mission, elle a trois missions, la cellule de crise. Elle doit décider, elle doit piloter et doit communiquer. C'est là-dessus, et c'est très important de bien retenir ces trois missions d'une cellule de crise. Au niveau de sa composition et de son fonctionnement, celle qui décide, c'est la partie direction de crise. Donc on a une instance plutôt décisionnelle avec la communication et l'anticipation des situations. C'est quoi l'anticipation des situations? C'est une personne qui a une capacité à prendre du recul et à regarder les scénarios possibles d'évolution de la crise, mais pas seulement aussi, hein. Derrière, il faudra anticiper des évolutions de reprise. Donc c'est cette capacité à voir un peu tous les scénarios possibles et en fonction des scénarios, ce n'est pas les mêmes décisions à prendre. Donc ça, il faut avoir cette capacité importante à le mettre en œuvre. Une autre partie de la cellule de crise va concerner tout ce qui est logistique, main courante et coordination. Alors, en fonction des tailles d'entreprise, encore une fois, ces fonctions peuvent être regroupées sur une personne ou plusieurs. Encore une fois, en fonction des détails d'entreprise, il faut bien comprendre que ce sont des rôles, mais le rôle peut être pris par une seule personne. La logistique de la cellule de crise, c'est quoi? Typiquement, c'est de s'assurer que les personnes qui sont en cellule de crise aient tout à disposition, que ce soit du café, des cahiers pour écrire, des ordinateurs, toute la logistique qui va permettre à la cellule de crise de ne pas se focaliser sur les aspects purement matériels, éventuellement du bon fonctionnement de la cellule de crise. Pour ça, il faut quelqu'un dédié. Le scribe, la main courante, c'est-à-dire que toutes les décisions et les relevés de décisions et échanges pris en cellule de crise doivent être écrites. C'est très important parce que des décisions quand on prend des décisions, il y aura des conséquences derrière. Il faut pouvoir après en tirer toute l'expérience nécessaire. Et le fait d'avoir ce journal de bord de cellule de crise, c'est très important derrière. Et puis, dans la gestion du feu, on va dire, de façon pas le feu de proprement parler, mais en tout cas dans le feu d'action, on peut changer, on peut oublier la décision qui était prise. C'est bien aussi de se rattacher à quelque chose. La coordination de la cellule de crise, c'est aussi la personne qui va mettre en œuvre, diffuser l'information d'un point de vue opérationnel, mettre en œuvre les différentes personnes pour la mise en opérationnelle des décisions prises en cellule de crise. Dans ces cellules de crise, vous allez faire appel à différents experts d'entreprise, d'associations, de collectivités, en fonction de la thématique de la crise. Si c'est un incendie majeur dans un bâtiment, vous allez faire appel à des experts différents que si c'est une crise sanitaire au niveau de l'entreprise. Donc les experts sont appelés en fonction de la thématique qui est vue en réunion et de la problématique à traiter. Allez, petite question, petit quiz. Je vais vous lancer un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi, que vous êtes bien attentif là depuis le début du webinaire. Je vais vous lancer un petit sondage. Ça va vous répondre une fois qu'on a un taux de réponse sur la je vous afficherai les réponses. J'espère que tout le monde peut voir le sondage. Ça répond très très vite. Là, on est à 50% bientôt. C'est parfait.
pas si tout le monde le voit, hein. J'espère que oui. Allez. On est à 80% de taux de réponse. Il y a... Il reste deux. Alors, je ne sais pas si c'est des problèmes techniques ou pas. Désolé, je ne vois pas le quiz. Alors, c'est possible ouais, que, en fonction de l'utilisation des outils, si c'est un logiciel, si c'est par Internet, ça ne fonctionne pas. La question pour la personne qui ne la voit pas, la question c'est que veut dire PCA? Est-ce que c'est un programme de continuité? Alors, je vais étendre ma fenêtre parce que je ne vois pas tout. Voilà. Réponse A, programme de continuité d'action. Réponse B, crise et alerte. Réponse C, plan de continuité d'activité. Réponse D, pas de prise d'angoisse. Majoritairement, réponse C, oui. Majoritairement, tout le monde a répondu réponse C, donc c'est un plan d'activité. Parfait. Fermez le sondage. Petit temps là, qui reste encore. Un écho, donc il y a avoir un micro d'ouvert, je pense. Ok. Je vais vous afficher la réponse. Il n'y a pas de secret. C'est parti. Voilà. Donc tout le monde a bien répondu. Plan d'activité, plan de continuité d'activité. Alors, pour le PCA, vous pouvez voir en détail le replay du premier webinaire sur les 5 phases hein, du PCA. L'idée là dans cette étape 2, c'est d'utiliser le modèle qui a été créé avec les rubriques qu'on va remplir au fur et à mesure avec les informations qu'on va consolider, les prises de décision de la cellule de crise et des actions d'entreprise. Donc en fait, on va utiliser le PCA qui a été créé euh, et on le déclenche direct en étape 2. Je vais juste faire un petit rappel. Donc des 5 étapes, je ne rentre pas dans le détail des 5 étapes, hein, ça, le replay est là pour ça. Donc la phase 1, c'est l'identification des conséquences et impacts sur l'indisponibilité des ressources. La phase 2 du PCA, c'est l'analyse des processus critiques en termes de continuité et l'identification des besoins en ressources. La phase 3, c'est la définition des solutions de continuité. La phase 4, c'est le REX du PCA. La phase 5, qui couvre en fait l'ensemble des 4 phases, c'est toute la communication sur le projet PCA. Pas la communication quand vous l'avez déclenché, mais la communication sur sa construction. Le PCA se construit hors période de crise. C'est toute je dirais la difficulté actuelle, c'est qu'on utilise un peu les deux en même temps, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas eu de PCA auparavant. On parle de PCA, on parle de gestion de crise, de plan de reprise, tout est voilà, on essaye de bien redispatcher les différentes étapes. Le plan de continuité d'activité en lui-même doit être prêt avant une crise. Hein. Il doit être réalisé en amont et il est déclenché au moment de la gestion de crise. Il n'est pas à faire pendant la crise. L'étape 3, mesures et obligations. Donc l'idée, c'est de recenser toutes les mesures des obligations des autorités de tutelle et les aides potentielles de l'État envers les entreprises. Concrètement, vous avez l'exemple clair en ce moment donné par le gouvernement. Vous voyez bien toutes les nouvelles dispositions qu'on peut utiliser, et le chômage partiel, pour pouvoir se mettre en arrêt maladie pour la garde d'enfants, les aides, les prêts aidés de l'État. Donc il y a plein de mesures et de nouvelles obligations vis-à-vis que le gouvernement a mis en place, des aides aussi, les obligations de respect des gestes barrières. Donc tout ça, il faut bien être en alerte et garder en fait ces antennes ouvertes, bien capter toutes les informations qui vont arriver au quotidien pendant la crise. Hein, ça c'est très important. L'État fait des points réguliers, on a des points très réguliers au niveau de la com du gouvernement, mais il y a la communication et puis des décrets d'application qui sont en deux phases. Il ne faut pas oublier que
il y a ce qu'on annonce, mais tout ça, il faut le mettre de façon, il faut le cadrer d'un point de vue juridique. Donc il y a tout le temps un petit délai de mise en œuvre opérationnelle, hein, même s'ils vont très vite pour ça. Un point important, il y a à garder en tête, c'est qu'il va falloir mettre à jour votre document unique. Très clairement, hein, il faut s'attendre à une grosse mise à jour de l'arrêté de 2001. Et donc, il faudra consolider tout ce qui a été mis en place aujourd'hui comme mesures préventives ou correctives dans une crise sanitaire et un impact sur le règlement intérieur, bien entendu, puisqu'il faudra prévoir aussi ces éléments de crise dans le cadre du règlement intérieur, puisque ça amène des changements et des dispositifs différents au niveau de l'organisation du travail. L'étape 4, on va faire un état des lieux sur les 3 points très importants de l'entreprise. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, état des lieux au niveau humain, qui est malade, qui n'est pas malade, qui est disponible, pas disponible, les capacités des personnes parmi la population à venir travailler, le technique, l'administratif, la direction qui est dispo, pas dispo, et aussi les aspects privés des gens. Hein. Il faut pas privé, pas rentrer trop loin dans le privé, mais en tout cas qui doit garder ses enfants, qui est tout seul, voilà. Voir comment on peut aussi au niveau humain l'entreprise accompagner les salariés dans cette partie-là. Pour prévoir effectivement de continuer à travailler. Au niveau matériel, tout ce qui est produits d'hygiène, je n'ai pas tout listé, hein, mais en tout cas, là, dans le cadre d'une crise sanitaire, on va regarder les produits d'hygiène, les EPI, les masques, les gants et bien d'autres choses, hein, les visières maintenant, et pourquoi pas des accroches pour les poignets, pour ne pas toucher les poignets. Enfin, je pense qu'il y aura beaucoup d'innovations par rapport à ce domaine-là. Et les aspects financiers, bien entendu, niveau de trésorerie, les encours financiers des clients, les facturations fournisseurs, où est-ce qu'on en est. Ça, c'est des points aussi très importants, puisque derrière, des choix peuvent être pris et des décisions peuvent être prises par les cellules de crise par rapport à ça. L'étape 5, c'est décider sur les solutions de maintien. Et on va regarder les solutions de maintien sur les domaines suivants, sur la partie humaine, les polyvalences, les intérimaires, le partage de salariés, le prêt de personnel. Quelle solution on va utiliser? Regarder sur la partie bâtiment, machine de production, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser par rapport à ça? Est-ce qu'on a des solutions pour la partie système d'information? Est-ce qu'on a des softs, des logiciels, des outils qui ne sont pas reliés au serveur, qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser? Tous les aspects informatiques, comment on va pouvoir s'y retrouver par rapport à ça? Et puis, un point important au niveau logistique, comment on va organiser et faire évoluer les flux logistiques, soit des nouveaux partenaires, soit l'indisponibilité des partenaires. Donc, prendre un autre partenaire logistique et les nouvelles règles de gestion logistique par rapport à ça. Donc, les solutions humains, bâtiments, informatique, infrastructure informatique et flux supply chain, regardez dans cette dimension-là. Étape 6. Alors, décision de non-maintien d'activité. Un point important, effectivement, à un moment donné, la cellule et surtout la direction doit décider si on maintient ou pas l'activité. Donc, si on maintient l'activité, c'est là que la cellule de crise prend tout son sens, puisque tous les jours, ou tous les 2 jours maximum, une fois qu'on s'est bien rodé, il faut activer cette cellule, enfin, il faut que cette cellule puisse suivre le bon fonctionnement du maintien de l'activité, puisque ça va générer une nouvelle organisation et des changements d'habitude très très importants. Donc il faut pouvoir réajuster au quotidien tout ça. Si l'activité, la décision, c'est l'arrêt de l'activité, la cellule de crise doit être présente, bien entendu, pour toute la mise à disposition de l'arrêt, du chômage, si possible, et comment on suit cette évolution, si on maintient l'arrêt, et jusqu'à quand, et quand est-ce qu'on la redémarre. On doit suivre l'évolution de la situation au niveau de cellules de crise. Donc le fonctionnement,
si c'est en arrêt, ça a du distanciel, téléphone et autres. Il y a toutes les technologies aujourd'hui qui le permettent. Juste un petit point. Excusez-moi. Hop là, voilà. Hop là. L'étape 7. La communication. J'en ai parlé tout à l'heure. Un point très important. La communication avec le personnel. C'est le lien et c'est très important pour pouvoir informer sur les nouvelles dispositions. C'est-à-dire qu'il faut garder un point régulier tout au long de la crise. La communication peut être faite soit par la direction, en direct ou à distance, soit par les managers, les responsables des équipes. Et là, je pense qu'effectivement, on est en train d'apprendre sur le management à distance, qui n'est pas très simple, mais qui est plutôt une phase de communication importante envers les salariés. L'autre point de communication, c'est avec vos clients. Communiquer très régulièrement pour pouvoir rassurer vos clients, d'abord, faire un point pour dire voilà, nous on en est, on maintient l'activité, on va pouvoir continuer à livrer à des rythmes différents potentiellement, mais pour pouvoir euh, fidéliser aussi le client dans cette phase un peu critique, et puis aussi pour savoir un petit peu lui où il en est. Hein. Prendre le pouls, ça va permettre d'être à l'écoute. Ça ouvre des opportunités. Hein. Il faut pas, on ne va pas se mentir, les crises ou la gestion, les situations un peu critiques permettent aussi aux entreprises les mieux préparées d'être un peu plus en amont et quelque part, cette absence d'activité d'autres confrères, d'autres entreprises concurrentes peut être un bon moyen aussi de passer devant en termes de leadership auprès des clients. Et ça, c'est la réalité du terrain. Hein. Ce n'est pas des effets d'opportunistes, c'est la réalité du terrain. Les entreprises qui ont travaillé en amont cette partie-là seront les premières sur le terrain à occuper le terrain et donc forcément auront une meilleure chance de s'en sortir en sortie de crise. Et donc ça crée des opportunités. La communication avec la médecine du travail. Alors, pourquoi on fait un petit point important et que c'est une étape dans la méthode la médecine du travail, à sa demande, peut demander un état de santé. Donc, d'où la communication préalable aussi avec vos salariés pour savoir un peu où ils en sont par rapport à ça, puisque là, on parle d'une situation sanitaire, une crise sanitaire. Et la médecine du travail aussi ont le droit de demander les mesures d'urgence qui ont été prises au sein de l'entreprise, au même titre que la directe, pour savoir finalement quelles sont les nouvelles règles qui seront mises en place pour continuer l'activité ou en prévision de la reprise de l'activité au sein de l'entreprise. Elle peut vous aider éventuellement. Des préconisations par rapport à votre activité, si en connaissant l'entreprise, elle peut vous formuler effectivement des nouvelles protections ou mesures que vous n'aviez pas identifiées au préalable. Donc, point important avec la médecine, à cette demande de communiquer sur cette partie-là. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hein, on y répondra au fil de l'eau avec Eva. Il ne faut pas hésiter. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc je pense que tout est clair pour le moment. Donc sur cette partie-là, il ne faut pas hésiter. Alors, je m'aperçois, excusez-moi de ce petit moment de flottement. Je reviens juste sur un point. Effectivement, alors je suis très embêté parce que je passe du slide 9 à 12. C'est pas. Alors,
problème technique, je vous reprends tout de suite, hein. Est-ce que Eva, est-ce qu'on pourrait micro d'Eva éventuellement, Eva, tu maîtrises bien aussi l'étape 10, 11 pour faire la transition. Est-ce qu'on entend Eva? J'entends. Alors Eva, ton micro est dispo. Bon, c'est les aléas du direct, hein, de la technique. C'est très étrange qu'il manque ces deux étapes. Les deux étapes, bah, je vais revenir tout simplement aux slides de démarrage, puisqu'elles sont présentes. Je vais vous expliquer comme ça, puis on va rebasculer sur, sur le slide 12 par la suite. Entre-temps, on va essayer pour ouvrir le micro d'Eva. Alors, juste pour, voilà, pour suivre la partie 10, donc l'étape 10, donc c'est le suivi des mesures, des obligations. Donc tout à l'heure, au tout début des étapes, dans la mesure, dans l'étape 3, on avait donc un certain point par rapport aux obligations de l'État. Donc là, c'est l'idée de cette étape, c'est ce suivi. Regarder ces évolutions euh, par rapport aux obligations de l'État, je perds mes mots parce que je suis troublé par ce bug. Euh, donc par rapport à ces évolutions du gouvernement ici, mais ça peut être des évolutions en fonction des types de crise. Il faut aussi regarder, ça peut être des directives de groupe. Si on prend on peut être sur des modes différents. Là, on est focalisé sur le Covid et sur les aspects sanitaires. Il faut bien s'en rendre compte que la mise en œuvre d'un PCA en moment de crise, une crise dans une entreprise, ça peut être euh, un incendie majeur sur un site qui déclenche un PCA. Et des informations peuvent venir au niveau, des directives peuvent venir de la tête du groupe pour le site en question. Il y a des règles qui peuvent être à ce moment-là. Donc il faut bien prendre en compte que les étapes qu'on donne, c'est pas que pour le Covid. Là, hein, il faut les adapter en fonction de la situation rencontrée par l'entreprise. Euh, L'étape 11, donc, c'est le maintien des réunions de crise. Et on va passer en fait du plan de continuité d'activité au plan de reprise d'activité en fonction des solutions qu'on aura choisies sur le mode de reprise. Puisque il faut bien voir les choses comme ça. Il y a l'activité, on la maintient, donc elle continue, donc on est bien sur le PCA. Et il faut sortir à un moment donné de cette continuité en mode dégradé, de ce fonctionnement en mode dégradé, pour revenir à une situation. Alors, on ne revient jamais à une situation normale, hein. Typiquement sur un bâtiment qui a brûlé, euh, on ne revient pas sur un bâtiment, sur le même bâtiment puisqu'il n'existe plus. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que de revenir à une situation identique par rapport à l'initial, ça n'existe pas. La situation aura forcément changé. Le passage 12, c'est là où on va revenir sur notre slide 12. Voilà. C'est le passage en PRA. Le passage en PRA, donc c'est plusieurs petits points clés à retenir. C'est l'état des lieux. On transforme nos réunions de crise, puisqu'on sort de crise. Hein, le PRA, c'est qu'on reprend l'activité. Et donc, fin de crise, on passe des réunions de crise en réunions de veille jusqu'à rétablissement complet de l'activité. Alors, on n'a pas mis volontairement situation identique ou situation normale. C'est reprise de l'activité avec forcément des évolutions qui sont plus la situation qui existait auparavant. Si on est dans le cadre du Covid, la fin de crise ou la fin de la situation de crise, c'est l'État et le gouvernement qui va le revendiquer
et dire là, effectivement, on a éliminé le risque et on sort de crise, on bascule en reprise d'activité. Bon, visiblement, tel que c'est présenté aujourd'hui par le gouvernement, le 11 mai, c'est un peu la date cible, mais on sera sur une reprise d'activité. Ce ne sera pas encore, je ne suis pas sûr qu'on soit en fin de crise complète, hein. Sur un événement majeur dans une entreprise, c'est quand le feu est éteint du bâtiment. Si on prend Lubrizol, fin de crise, à partir du moment où les autorités ont décidé que le feu était maîtrisé, qu'il n'y avait plus de risque vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des salariés ou autres personnes qui étaient à proximité du site. C'est ça qu'il faut comprendre. Le REX, les REX. Pourquoi les REX? Les REX sur la crise en elle-même, sur l'événement qui s'est passé. Voilà, on va faire un REX par rapport à ça et regarder donc si, comment a fonctionné cette crise-là. Le deuxième point, c'est sur la gestion de crise. Comment l'entreprise a géré cette crise et les évolutions à apporter par la suite, effectivement, dans la documentation, dans le mode de fonctionnement, dans le PCA. Ça, c'est un point très important. Et enfin, le troisième, c'est finalement sur la reprise d'activité. Est-ce qu'on a réussi à finalement à mettre en place toutes les précaux, les décisions qui étaient prévues au PRA, au plan de reprise d'activité? Euh, une petite précision. Alors, effectivement, le terme PRA provient plutôt du monde informatique qui ont en place des plans de reprise d'activité sur des pannes serveurs, voilà, sur des pannes matérielles, où depuis très longtemps, au niveau de la banque et des assurances, en fait, ils ont eu l'obligation de mettre en place cette terminologie. Donc, il y a une utilisation peut-être un peu, une mauvaise utilisation, une interprétation du mot PRA qui vient. Et au final, ce plan de reprise d'activité ou cette reprise progressive d'activité, on peut inverser les lettres, ça revient à peu près à la même chose, c'est notre capacité à redémarrer après une situation de crise, hein. Euh, il est important, encore une fois, de communiquer après la crise auprès des clients, du personnel, et expliquer finalement le reste, hein. C'est important que cet échange soit fait auprès des partenaires, des clients, des collaborateurs, pour montrer effectivement cette prise en compte et notre capacité à analyser ce qu'on a pu réaliser de bien, de pas bien, voilà, et faire cette analyse finalement risque opportunité, force faiblesse euh, d'une situation. Enfin, on va dissoudre la cellule de crise et la cellule de veille sur on va dissoudre la cellule de veille puisqu'on n'est plus en crise à la décision de la direction une fois qu'on aura soldé la REX, qu'on aura terminé la REX. Donc voilà, les 13 étapes identifiées et qu'on met en place aujourd'hui au niveau des Qualeos auprès des clients. Ce que je vous propose maintenant, c'est de par rapport à ça. Posez vos questions à travers le chat, c'est très important. On va essayer de trouver le moyen de pouvoir communiquer et que Eva puisse prendre la parole pour répondre à vos questions, puisque aujourd'hui, notre experte, Eva, est en charge aujourd'hui de ce protocole-là en cours chez un industriel en Ile-de-France. Et donc, ça va vous permettre de bien faire parallèle éventuellement avec des situations que vous rencontrez. Alors, il n'y a pas de questions. Malgré le petit bug, visiblement tout a été clair. J'en suis navré. C'est un petit point que je n'avais pas identifié, mais bon. Okay. Pas de questions? Oui, alors on peut, oui, 22 301, Philippe qui pose une question en mode privé, mais je vais vous la communiquer. Il
Il existe en fait une norme dans le PCA qui est utilisée, qui est aussi une norme, un référentiel certifiable, qui est la 22301, et vous avez aussi la 22313 de mémoire pour vous rattacher à une norme ISO. Eva arrive à communiquer en chat, mais on n'arrive pas à la voir en micro. Voilà, problème de connexion jusqu'à présent. Voilà. Assujettis aux problèmes techniques Internet qu'on rencontre tous aujourd'hui. Donc on s'habitue à ces problématiques-là, mais c'est toujours un petit peu frustrant pour tout le monde. On va répondre, effectivement, Eva va pouvoir répondre par écrit éventuellement. Tout le monde verra les questions et les réponses. Il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Il reste du temps. On a voulu un webinaire un peu plus court en temps de parole pour ma part, pour pouvoir avoir un temps d'échange par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait déclencher? Te donner le rôle d'animateur, Eva, on va voir si ça permet de te mettre la voix. Un petit test. Est-ce que ça change quelque chose? On n'a plus rien. Philippe, je pense qu'on m'entend encore. Philippe, il faudra poser les questions en privé, mais à tous mes contacts, ce qui permettrait à tout le monde de profiter éventuellement de la réponse globale. Donc la question de Philippe, c'est comment prioriser, pardon, le chat, voilà, je reviens dessus, comment prioriser la communication interne, si j'ai bien formulé. Je ne sais pas si vous pouvez désactiver vos micros, mais pas tous en même temps. Ça risque d'être un peu brouhaha, mais on peut poser aussi éventuellement les questions oralement, hein, je pense. Par contre, on n'arrive pas à avoir Eva. Je pense qu'avec le téléphone, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que je vois que tu es connecté en téléphone. Bonjour Kelly, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on entend. Qui parle là? Allô? Allô? Damien, bonjour, c'est Eva. Je ne sais pas si on m'entend. Alors si, Eva, on t'entend. Okay. D'accord, parce que moi j'ai des problèmes effectivement de son et du coup là j'ai effectivement dû me connecter par téléphone parce que je n'ai aucun son par effectivement mon ordinateur. Alors, effectivement, la première chose, il y a une question de Madame Sylvie Pierre concernant les principales difficultés rencontrées de façon générale sur la mise en place des PCA et des PRA. Alors, les difficultés, c'est surtout quand effectivement il n'y a pas de PCA ou de PRA qui ont été réfléchis et mûris effectivement avant la venue de crise, hein, quelle qu'elle soit. Ou d'une gestion de crise, les PME peuvent réagir effectivement assez rapidement, parfois plus facilement que les grands groupes, puisque effectivement de par leur taille, eh bien il y a une réaction plus simple et le niveau de validation sont moins importants et de ce fait-là, il y a une vitesse de réaction qui est plus rapide. En termes effectivement de difficultés qui peuvent être rencontrées, c'est surtout sur la notion d'activité, c'est-à-dire effectivement si le gouvernement n'a pas autorisé certaines activités, malheureusement elles ne peuvent pas réagir. Là, je pense particulièrement au milieu effectivement de tout ce qui est restauration plus particulièrement. Sinon, à partir du moment où effectivement les PME sont accompagnées, en tout cas suivant la méthode qui a été mise en place par Equaleos, on ne rencontre pas de difficulté. À partir du moment où effectivement il y a un état des lieux régulier,
qui est fait avec la direction. Alors régulier, je parle effectivement en termes de gestion de crise et typiquement dans le cadre du Covid, tous les jours et effectivement en début de prise en compte du PCA et ensuite effectivement tous les 2 jours, ça peut plus ou moins s'espacer quand il y a un palier en termes d'information extérieure, notamment effectivement venant du gouvernement. Mais en l'occurrence, à partir du moment où elles sont accompagnées, elles n'ont pas trop de difficultés, effectivement, quand elles suivent cette méthode de mise en place au niveau, effectivement, PCA. Pour les PRA, alors effectivement, il y a une adaptation qui doit être entendue, c'est-à-dire que en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction des ressources qui sont disponibles, sachant qu'effectivement, suivant certaines entreprises, il y a eu plus ou moins de personnes suspectées ou infectées de Covid et de ce fait-là écartées du courant en termes d'activité. Il faut voir aussi avec les moyens effectivement de l'entreprise afin de répondre à cela. Alors je vois effectivement il y a une question. Donc nous avions un PCA mais nous n'avions pas imaginé la fermeture totale de notre établissement et un fonctionnement à distance, notre PCA était inutile. Alors très bien. Alors, ce que j'entends, effectivement, je ne sais pas quel était effectivement le contenu du PCA, comment il a été conduit, mais effectivement, il y a une réflexion. Alors, quand on approche effectivement un PCA, il faut qu'il y ait une réflexion au préalable pour pouvoir réagir assez rapidement sur la mise en place. Alors, réflexion avec la direction, avec les membres du CSE quand une entreprise peut en être dotée. Et aussi avec les différents responsables, managers des unités concernées par les différentes activités ou par l'activité de l'entreprise. Donc là, effectivement, le PCA doit être mûrement réfléchi. Comment prioriser la communication interne? Alors la communication, effectivement, dans les entreprises accompagnées par Equaleos, elle s'est faite dès le départ. Et plus particulièrement, alors aussi bien en termes extérieurs, c'est-à-dire en termes de clients, mais aussi au niveau du personnel. Le personnel alors typiquement là, on traverse une crise sanitaire, donc il y a le stress des personnes, effectivement, à potentiellement tomber malade, plus ou moins gravement. Donc il y a une notion effectivement de perte de confiance aussi, non seulement effectivement dans ce qui est l'avenir, parce que les messages n'ont pas été très rassurants depuis le début de cette crise, mais aussi au niveau de l'activité de l'entreprise, au niveau de sa pérennité, de sa rentabilité, à plus ou moins longue échéance. Et donc, il y a vraiment une inquiétude. Le but étant de rassurer effectivement le personnel et d'être en communication constante, puisque lorsque il y a des crises de type sanitaire, plus particulièrement, mais lorsqu'il y a des crises de façon générale, il peut y avoir effectivement aussi la notion de RPS, donc de stress, qui peut émerger lors de ces moments particuliers. Donc, il y a une prise en compte, il y a une écoute qui doit se faire par le biais des managers pour effectivement tout ce qui est personnel. Il faut qu'il y ait une écoute régulière et constante, continue, effectivement, tout au long de la crise. Alors, par des appels réguliers, par effectivement des mails, des chats si possible, en fonction de ce qu'a pu mettre en place l'entreprise. Ça peut être effectivement par le biais d'outils comme Teams, mais il y en a aussi plein d'autres. Donc, cette notion, effectivement, de communication interne doit impérativement être maintenue tout au long de la crise. Alors effectivement, comme vous l'a dit Damien, communication interne doit se faire auprès du personnel et lorsque il y a des remontées, par exemple, de personnes suspectées ou infectées Covid, etc., il faut qu'il y ait un lien qui soit fait rapidement aussi dans l'autre sens, effectivement, donc personnel vers les RH, par exemple, pour entendre dès le départ, effectivement, les difficultés que peuvent rencontrer les personnes au sens large, parce qu'on a
des personnes qui peuvent être infectées, suspectées Covid-19, mais aussi des personnes qui ont des gardes d'enfants, pour lesquels effectivement ça peut être difficile de pouvoir maintenir le lien avec l'entreprise. Et ça, ce lien est essentiel justement dans cette poursuite d'activité, puisque à un moment ou un autre, effectivement, il y a un plan de reprise d'activité qui doit être mis en place. Et ce plan de reprise sera d'autant plus efficace et d'autant plus rapide si les équipes sont préparées, sont écoutées et qu'il y a effectivement une mise en confiance qui soit affirmée par la direction envers les équipes à travers effectivement le plan de communication. Alors oui, effectivement, je vois ne pas nier ce qui s'est passé avec la reprise. Oui, tout à fait. Il y a j'ai un petit message de Kelly Even. La notion effectivement de plan de continuité et de plan de reprise d'activité sont essentielles et le lien effectivement est à faire. Il faut bien avoir les deux. Là, on a évoqué effectivement plutôt la partie PCA. Après, ça peut faire l'objet peut-être d'un autre webinaire, mais sur la partie PRA, il faut effectivement que ce PRA soit aussi construit, bien évidemment. Existait des signaux pour détecter une éventuelle détresse. Alors, malheureusement, je pourrais dire, les personnes, alors le personnel va rarement dire, voilà, je suis pas bien, etc. C'est vraiment le rôle des managers et de la direction aussi vis-à-vis des managers et donc des managers vis-à-vis des personnels qui leur sont rattachés de pouvoir effectivement effectuer cette écoute constante. Alors on peut avoir, on peut savoir écouter, alors c'est bien d'avoir aussi, outre effectivement des mails, d'avoir un contact téléphonique parce qu'on connaît, enfin un manager connaît en principe les personnels qui lui sont attachés. On peut entendre effectivement au cours d'un appel téléphonique si la personne effectivement est bien, si sa voix, si elle est plutôt agressive, si au contraire elle est plutôt, je dirais, statique, voire un petit peu déprimée. On peut l'entendre effectivement la voix, il faut la faire parler et vraiment écouter et pas seulement peut-être s'intéresser sur l'aspect, je dirais, professionnel, mais aussi avoir une écoute sur l'aspect personnel, parce que souvent dans ce type de situation, lorsqu'il y a un confinement, la personne effectivement se retrouve soit seule, soit effectivement en famille, peut éprouver certaines difficultés suite à ce confinement. Il faut vraiment être à l'écoute constamment pour détecter effectivement une éventuelle détresse. Alors c'est pour ça que cette notion d'écoute continue et régulière doit se faire pour ne pas avoir effectivement ce qu'on peut avoir des salariés muets dont on n'aurait pas de nouvelles. Parce qu'effectivement, en fonction des personnes, on peut avoir des personnes sensibles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient mené déjà en temps normal ce qu'on appelle une enquête RPS au préalable, effectivement, avant le début de cette crise. Et certaines entreprises qui ont pu mener cette enquête ont pu détecter par le biais des RH et des managers certaines personnes qui peuvent être sensibles, effectivement. Et là, c'est l'occasion, vraiment une occasion à ne pas rater, effectivement, d'aller vers eux dans le cadre, effectivement, de cette écoute. Oui, effectivement, Kelly Gwen me dit que le confinement est vécu différemment pour chacun, effectivement, en fonction de la personnalité, aussi de l'état de fragilité des personnes potentiellement face au Covid-19. Il y a effectivement des états d'esprit qui peuvent être complètement différents parmi les membres des équipes, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je voulais juste revenir sur un point, la notion peut-être de télétravail.
Alors, on m'avait posé effectivement initialement la question sur les éventuelles difficultés pour la partie PCA. Une chose effectivement sur laquelle j'ai pu remarquer, deux, pardon, c'est la mise en place des outils pour communiquer à distance. Parce qu'effectivement, dans toutes les PME, c'est pas quelque chose qui est courant, hein, ces outils à distance. Donc, c'est effectivement une des choses. Et la deuxième chose, ce serait le télétravail, puisque dans la plupart des PME, on n'a pas nécessairement de télétravail qui était instauré jusqu'alors. Et ça, effectivement, c'est une nouvelle façon de travailler. Pour lequel aussi il faut garder effectivement bien évidemment un lien avec les personnes, ne pas oublier de rappeler les différents risques liés au télétravail, c'est-à-dire la partie liée par exemple au positionnement ergonomique face à son écran, etc. Ça peut aussi venir compléter les différentes dispositions qu'on peut prendre à l'égard de salariés dans le cadre de management à distance. Alors, côté dirigeant, comment ils le vivent? Question de Kelly Gaven. Alors, c'est complètement différent. On a des dirigeants qui sont... alors, ça va dépendre souvent si l'activité a été totalement arrêtée ou pas. Si l'activité a été totalement arrêtée, là, vous imaginez que côté dirigeant, ça peut être très lourd à porter. En termes effectivement de coûts financiers, d'aspects financiers, à tous les niveaux, à vrai dire. Hein. Il y a un coût qui est très important, un coût moral. Hein. Je parle aussi, puisque le dirigeant doit maintenir ses équipes, faire avancer comme le capitaine d'un bateau. Et là, en l'occurrence, on peut avoir des dirigeants qui ne supportent pas bien. Donc là, il y a je dirais, il y a un coaching qui doit se faire parallèlement par rapport au type de dirigeants qui peuvent être effectivement affectés pour qu'il puisse y avoir une reprise plus facile, plus rapide, je dirais, dans le cadre d'un PRA. On a des dirigeants qui ont déjà vécu des crises, comme celle de la grippe H1N1 avec un ralentissement de leur activité, mais pas complet. Du coup, là, ils arrivent plus ou moins à se dire que c'est une crise, hein, et qui dit crise, les crises sont par essence normalement temporaires, et donc se disent qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il y aura une évolution. Soit on devra faire avec et tenir compte de ça pour peut-être utiliser cela pour rebondir, c'est-à-dire peut-être se diversifier en termes d'activité, faire une activité parallèle. Je peux vous citer le cas, par exemple, d'un dirigeant dans une menuiserie, donc qui s'est orienté, du coup, qui travaillait le bois, bien évidemment, à la base, hein, parce qu'il travaillait d'autres choses, mais le bois, en l'occurrence, était à 90% de son activité, et il s'est réorienté dès le départ. Effectivement, il a pressenti cela, donc il y a des dirigeants qui sont un peu visionnaires. Il a réorienté son activité vers tout ce qui est écran de protection Covid-19 en plexiglas, pour être mis, vous savez, par exemple, dans certaines pharmacies à l'entrée, ou au niveau des caisses, pour éviter le contact direct, je dirais, entre les pharmaciens et les personnes qui rentreraient dans les pharmacies. Et c'est une activité, effectivement, du coup, qui se développe énormément. Donc, c'est un cas de diversification rapide dans le cadre d'une PME qui a su rebondir dès le début de la crise, en étant effectivement un petit peu visionnaire, mais aussi en ayant l'intelligence de pouvoir réagir rapidement et ne pas se bloquer sur une matière première qui était le bois, pour aller vers d'autres choses qui pourraient être utiles dans le cadre effectivement de cette crise sanitaire. Et alors je dirais autre type de PME, des PME qui avaient des activités qui pourraient être
utile, effectivement, dans le cadre, alors toute activité est utile dans le cadre du Covid-19, mais en l'occurrence, je pense à des entreprises liées à tout ce qui est sanitaire, désinfection par exemple. Eh bien là aussi, elles ont rebondi sur une activité un petit peu légèrement différente qui est la désinfection Covid-19 pour les hôpitaux, etc., qui était une activité qu'ils n'avaient pas bien évidemment à la base. Et ils sont effectivement réorientés vers cette activité pour pouvoir évoluer au sein de la crise. Et du coup, ils ont vu leur activité augmenter dans le cadre de la désinfection qui a contrebalancé la perte sur d'autres activités qu'ils avaient. Donc c'est vraiment la notion, alors le dirigeant effectivement a un rôle essentiel dans cette crise pour conduire sa société à avancer dans le cadre de cette crise. Plus effectivement il saura être réactif aux solutions possibles dans le cadre de cette crise et dans le cadre du PCA, plus effectivement on aura un retour rapide, voire une continuité d'activité. Merci Eva. Est-ce que vous avez d'autres? Je vous en prie, Cécile. Visiblement, donc pas d'autres questions. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport à ça, on va vous libérer. Merci en tout cas tout le monde d'avoir participé à ce webinaire organisé par le MFQM. On vous enverra probablement encore un petit sondage a posteriori avec le replay. Je rappelle juste un point très important malgré tout. C'est une méthode Equaleos. Donc voilà, on a un peu protégé notre outil de travail, mais on souhaitait aussi vous le partager à travers le réseau MFQM. Un grand merci à tout le monde. Et, merci à tout le monde aussi. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.